agrégée et docteur en lettres, enseignante Ève Wagerland publie « Un prof ne devrait pas dire ça, chose vue et chose tue » dans l'Éducation nationale. C'est aux éditions L'Artilleur et c'est en vente sur la boutique TVL, vous le savez, sur le site tvl.fr ou directement en tapant boutiquetvl.fr. L'objet du livre est de dire tout ce que l'on cache sur l'éducation nationale, tout ce que les enseignants savent mais ne disent pas, bref, tout ce qu'un prof, normalement, ne devrait pas dire. Ève Wagerland, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, pourquoi, tout d'abord, briser l'omerta? Et puis, quand il y a omerta, quand le livre sort, il peut y avoir des représailles. Alors, il me semble que la situation devient vraiment urgente, c'est pourquoi j'ai écrit le livre. Et surtout, je m'aperçois que les gens n'ont vraiment pas conscience de ce qui se passe. En dépit de tout ce qu'on a déjà pu dire sur l'éducation nationale, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites, mais qui restent assez théoriques, en fait, que ce soit La Fabrique du crétin, qui est un livre qui date déjà de 2005, etc. C'est pour ça que je suis passée par l'anecdote, pour que ça soit concret, en fait, et essayer de toucher un maximum de gens, qu'ils prennent consciance de ce qui se passe vraiment dans les établissements scolaires. Comprenons-nous bien, ce sont des anecdotes tirées de votre expérience personnelle, 8 années d'enseignement en Île-de-France et dans une dizaine d'établissements. Oui. Pourquoi tant d'établissements? Parce que vous avez un statut particulier. C'est ça, c'est le fameux statut de TZR. On est très nombreux à être dans ce statut, c'est-à-dire vous avez beau avoir passé un concours et être titulaire. Ce sigle signifie titulaire sur zone de remplacement. On nous utilise en fait comme remplaçants pour combler des services, etc. Et on peut le rester pendant des années, effectivement. TZR, déshumanisation. Oui. Le livre a pour but de dépeindre le système donc, de l'intérieur, de nous faire entrer dans les établissements scolaires ordinaires. Et le tableau est sombre, car on a beau être averti du fait que l'école actuelle ne va pas très fort, on n'imagine pas à quelle vitesse la situation se dégrade. C'est ça. C'est que, encore une fois, le constat n'est pas particulièrement nouveau. Il a été fait dès les années 80. Dès les années 80, des intellectuels ont dénoncé les ravages du pédagogisme, du ludisme, en gros, dans la pédagogie, etc. Et du fait qu'il n'y avait plus suffisamment de transmission du savoir. Le problème, c'est que ce constat donc, n'est pas nouveau, mais la difficulté augmente de jour en jour et les choses vont vraiment de pire en pire. On découvre des choses nouvelles tous les ans quand on est dans l'enseignement. Vous dites tombe des nues. L'école et l'instruction de nos enfants sont menacées par 3 phénomènes, l'ignorance, l'endoctrinement et puis aussi l'insécurité physique. Oui, bien sûr, parce que même il n'y a pas besoin d'être dans un établissement classé REP, réseau d'éducation prioritaire, pour avoir une violence un peu endémique qui est le mode de jeu en fait et le mode d'interaction privilégié de beaucoup de jeunes désormais en fait qui ne savent interagir qu'à travers le coup, l'insulte, qui considèrent ça comme un jeu, sauf qu'en fait pousser son camarade dans les escaliers, c'est dangereux. Ou pousser le professeur. Ou le professeur, voilà. Anecdote. Voilà. Vous avez une anecdote où vous expliquez que en fait, quand on descend, les professeurs descendent les escaliers, ils se tiennent bien à la rambarde. Moi, je m'accroche. Personnellement, je m'accroche, oui. Dans le cadre d'une grossesse en particulier, je préfère attendre que les élèves aient terminé de passer pour me lancer dans un escalier. Il y a un chapitre particulièrement... On va sourire tout au long de ce livre, parce qu'on sourit terriblement, on se dit c'est pas possible, à chaque page on dit c'est pas possible, on sourit, et puis après bien, c'est un autre type de pensée qui nous vient à l'esprit. Il y a un chapitre, donc je disais, particulièrement intéressant, c'est celui intitulé « Les profs se plaignent-ils » Pourquoi les profs se plaignent-ils tant? Et on s'aperçoit, donc toujours anecdote à l'appui, du grand, finalement, si vous me permettez l'expression, du grand déclassement des profs, broyés par une administration méprisante, étouffante. Alors au-dessus, si j'ai bien compris, vous allez me expliquer ça, vous avez les inspecteurs d'académie, les chefs d'établissement, à vos côtés le personnel administratif, les syndicats, et vous dites néanmoins que tout cela étouffe les professeurs, leur nuit, et que les professeurs, au final, ils sont obligés, je reprends votre expression, de se démerder tout seuls. C'est ça. En fait, ce mépris se traduit à travers des attitudes de tout un chacun au quotidien. Le personnel administratif qui va faire attendre un professeur pour s'occuper d'un élève, qui va tutoyer le professeur de but en blanc sans le connaître. Le chef d'établissement ou même des surveillants qui sont susceptibles de vous renvoyer de force en classe un élève que vous avez exclu ou que vous avez refusé parce qu'il était en retard. Donc le professeur n'est plus maître dans sa salle de classe.
C'est des attitudes comme ça au quotidien qui font qu'on ne se sent plus respecté et ça joue à des tas de petites choses comme ça. Vous expliquez par exemple, vous excluez un élève temporairement, bien sûr. Pas le chef d'établissement, le responsable, enfin le surveillant. Dans un premier temps, surveillant général, ce qu'on appelait le surveillant ramène. général, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, le SG, je ne sais pas comment vous dites, vous le ramène et devant l'ensemble des élèves, vous dit mais vous n'avez pas à l'exclure. C'est ça. Là, il s'agissait d'un élève qui était arrivé avec plus de 10 minutes de retard, que j'avais refusé. Mais en fait, moi, j'estime que c'est le professeur qui devrait être le seul à décider s'il accepte ou non un élève en retard, parce qu'on sait, en fait, c'est nous qui sommes juges de la manière dont ça dérange le cours, en fonction de l'élève aussi, parce qu'un élève sérieux qui a eu un problème de transport, qui arrive exceptionnellement en retard, il n'y a aucun problème à le laisser rentrer. Il va s'installer, il va être autonome, tandis qu'on a des élèves problématiques qui vont arriver systématiquement en retard. Là, dans l'anecdote que je raconte, l'élève avait fait exprès, puisque j'étais allée chercher avec ses camarades dans la cour, il ne m'avait pas suivi, donc je savais très bien, il arrive avec quasiment un quart d'heure de retard, donc je ne l'accepte pas. Mais la vie scolaire a le droit de lui faire un billet d'autorisation à rentrer en cours. Et à partir de là, il y a contestation de ma décision devant toute la classe. Ça met le professeur dans une situation impossible. Les professeurs sont aussi soumis à la pression des parents d'élèves. Ça, vous ne le cachez pas. Vous donnez de multiples exemples. Peut-être aussi parce que, comme les professeurs n'instruisent plus, mais ont une charge d'éducation et interviennent sur tous les niveaux d'éducation de l'enfant, ils se retrouvent peut-être trop en confrontation quelquefois, ou en collaboration avec les parents eux-mêmes. Collaboration ou concurrence, en fait, il n'y a pas assez de distinction entre l'instruction qui a lieu à l'école et l'éducation à la maison. C'est nous qui sommes censés assurer à peu près tout. Avec des parents complètement démissionnaires dans certains cas, qui attendent vraiment que l'école prenne en charge leurs enfants sur tous les plans. Ce qui n'est pas incompatible d'ailleurs avec cette attitude très intrusive. Souvent, ça va ensemble. Ça peut être des parents qui délaissent leur enfant et qui ne l'éduquent pas suffisamment, qui viennent ensuite être intrusifs dans l'école et nous contester ou avoir des exigences absolument considérables. Les deux attitudes fonctionnent ensemble. C'est assez curieux, hein, cette absence d'éducation et ensuite ce côté revendicatif dans l'école. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment mettre une séparation claire. Les parents ont toutes sortes de moyens pour nous écrire à travers le carnet de correspondance, ce qui existait déjà au départ. Maintenant, on a des messageries numériques. Je pense que c'est suffisant. Moi, ce qui me pose problème, c'est que les parents puissent convoquer pratiquement le professeur en faisant une demande de rendez-vous que nous n'avons pas le droit de refuser. Pour un oui, pour un non, voilà, ils peuvent exiger un rendez-vous et je pense que ces rendez-vous devraient être uniquement à l'initiative des professeurs. Les parents peuvent nous écrire. Ensuite, c'est au professeur de juger s'il y a besoin d'un rendez-vous. On comprend bien que c'est un sujet délicat, celui de l'ingérence des parents, un sujet qui revient tout le temps. Pour me faire mon opinion, en fait, j'ai lu, toujours dans votre livre, un prof ne devrait pas dire ça, et ça c'est quelque chose d'intéressant aussi, c'est que les interventions des parents, je pensais qu'elles étaient multiples. En fait, elles sont essentiellement d'ordre disciplinaire. Oui, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai rarement vu des parents me contacter simplement parce qu'ils étaient soucieux de la progression de leur enfant ou des parents vraiment dans la contestation du contenu de mon enseignement. Ça ne m'est pas arrivé non plus, parce qu'on pense évidemment au cas de Samuel Paty. Je pense qu'il est emblématique, mais en même temps relativement exceptionnel, que les parents viennent vraiment contester ce qu'on fait en classe. C'est vraiment sur la question disciplinaire. Dès que vous avez le malheur de tenter une petite sanction, là, vous êtes sous le coup d'une demande de rendez-vous d'un parent mécontent, qui n'a pas supporté qu'on mette un mot dans le carnet de son enfant ou une punition. Et donc, c'est la contestation de notre autorité, alors que le parent devrait venir en appui à cette autorité. Ça me paraît essentiel. Il y a une incidente dans tout l'ouvrage qui est là aussi importante, c'est que vous démontrez qu'il y a quand même un énorme temps de présence à l'école. Parce que, faisons simple, vous êtes prof dans un lycée et depuis toujours, les profs, ils n'ont que 8 heures de cours, 10 heures de cours. Quand ils auront 35 heures, quand ils font 40 heures comme nous, etc., etc., vous connaissez cette chanson. Et là, en fait, vous apportez des éléments qui sont confondants. Oui, alors déjà, un certifié fait 18 heures, un agrégé 15 heures.
on a des heures supplémentaires. La plupart de mes collègues font une vingtaine d'heures. Et ça, c'est le nombre d'heures de cours, évidemment. Déjà, le temps de présence dans l'établissement ne se réduit pas au nombre d'heures données parce qu'il y a besoin de laisser une longue pause déjeuner au milieu de la journée pour que tous les élèves puissent passer à la cantine. Donc, on a pratiquement 2 heures parfois de pause qui s'ajoutent dans le temps de la journée. Il y a les fameuses heures de trou, d'autant que maintenant, il y a une sorte d'obsession dans le système éducatif. On ne veut pas que les élèves en aient. C'est ce qu'on aurait appelé autrefois des heures d'études, en fait. Et aujourd'hui, en fait, comme on ne sait pas assurer une permanence calme où les élèves travaillent, une salle d'études calme, on a renoncé à ça. Et donc, c'est l'angoisse absolue des chefs d'établissement qui a une heure de battante dans les emplois du temps des élèves. Donc ça rejaillit sur nos emplois du temps à nous, parce que du coup, nos emplois du temps ont très peu de souplesse et c'est les nôtres c'est nous qui avons les heures de trou. Parfois, quand vous êtes un TZR ou un stagiaire, vous allez en avoir 3-4 dans votre journée. Chefs d'établissement n'ont aucun scrupule à vous en mettre autant. Donc en fait, on peut arriver pour 8h30 du matin et repartir, à 17h pour 4-5 heures de cours à donner, bien sûr, une journée complète. Alors avant ça, toute la relation avec les autres professeurs dans les conseils de classe, avec les parents d'élèves, avec tous ces organismes de réunions que vous avez, c'est assez les simple. conseils de classe qui nous font rester très tard le soir. Moi, en travaillant en banlieue parisienne, je devais parfois rester pratiquement jusqu'à 20h30 dans mon établissement scolaire, rentrer chez moi à 10h du soir. C'est des journées qu'on peut avoir quand on est professeur avec les conseils de classe, bien sûr. Donc il y a ces réunions, il y a la préparation des cours, les photocopies à faire, les copies à corriger. C'est extrêmement long de corriger un paquet de copies. Un paquet de copies de 30 copies, c'est 2-3 heures, obligatoirement, en collège. Donc en lycée, quand vous avez vraiment des copies longues, c'est encore bien plus long que ça. Les gens ne se rendent pas compte de ça, ils se disent un prof, il travaille 15 heures. Il travaille donc un peu plus. On ne l'apprend pas en ouvrage si on ne savait pas. On travaille un peu plus que ça, oui. Si on ne savait pas. Et puis alors, bien sûr, il y a les grands oubliés, mais pas dans le livre. C'est dans mon propos pour l'instant, il y a les enfants, bien sûr, les élèves. Et là, vous n'y allez pas par 4 chemins. Nos élèves, pourquoi sont-ils si nuls? Voilà le titre du chapitre. Alors, c'était un titre que j'ai choisi par provocation envers la bienveillance officielle et institutionnalisée. Par ailleurs, je le justifie, en fait, dans le livre, les lecteurs verront, c'est une allusion à un professeur que moi-même j'ai eu qui n'hésitait pas à nous envoyer à la figure et ça ne l'empêchait pas d'être un excellent professeur. Je ne le dis pas à mes élèves, évidemment, aujourd'hui, sinon vous imaginez la catastrophe. Ensuite, malheureusement, il faut bien dire les choses. À un moment, c'est aussi un peu vrai. Par ailleurs, j'ai mentionné tout à l'heure La Fabrique du crétin, c'est déjà un titre pas très tendre. Et dans les années 80, on a déjà eu des titres très virulents sur l'éducation nationale, comme Voulez-vous vraiment des enfants idiots? On a déjà eu ça dans les années 80. Donc ça relativise un petit peu le caractère provocateur de mon titre, je pense. Est-ce qu'ils sont tous nuls ou certains sont nuls? C'est différent. Est-ce que certains tirent vers le bas l'ensemble ou est-ce qu'il y a quand même des pépites? Alors, il y a toujours des élèves très sérieux, motivés pour apprendre, mais ils sont pénalisés par le système actuel qui ne leur permet pas d'aller jusqu'au bout de leurs possibilités. Donc, dans les classes que j'ai en moyenne, même les élèves les meilleurs, on ne va pas dire qu'ils sont nuls, mais ils n'ont pas un excellent niveau. Même les premiers de la classe, parce que tout le monde est tiré vers le bas par ce système. Quand vous avez des classes avec l'hétérogénéité qu'on connaît, où il y a toujours un noyau au moins de 4-5 élèves qui ne peuvent strictement rien faire de ce qu'on fait parce qu'ils ont accumulé des années de retard scolaire. Comme il n'y a pas de redoublement, on passe d'une année à l'autre, on entre au collège sans savoir lire, on entre au lycée sans avoir eu son brevet. C'est ça la réalité, on passe d'une année à l'autre sans avoir les acquis. Donc celui qui est sorti du CP, CE1 sans savoir lire et qui continue comme ça d'année en année, il arrive en 4e, il ne peut rien faire, il est en situation d'échec permanent en fait. Et sans possibilité de réorientation avant la 3e. Donc ceux-là, ils n'ont rien d'autre à faire que de perturber les cours et d'empêcher les enseignements. Et ils les empêchent. Ça c'est clair. Vous insistez sur le manque de discipline, on en a parlé, mais aussi sur l'interdiction qui vous est faite de sanctions. C'est l'organisation de l'impuissance par la disparition des sanctions. Ce sont vos termes. C'est-à-dire que la sanction, aujourd'hui, elle n'existe plus. On dispose de très peu de moyens. Dans la plupart des établissements que j'ai connus, il est pratiquement impossible de mettre des heures de colle parce qu'on nous demande de les organiser entre profs. En fait, il n'y a pas une salle d'études avec un surveillant qui surveille les heures de colle. Beaucoup d'établissements ont supprimé les salles de permanence, notamment dans les lycées.
Donc ça, c'est un peu le seul recours du prof, et bien souvent, il n'existe pas, ou il est très compliqué à mettre en place. Il y a une pression énorme qui est mise sur les professeurs pour qu'ils n'excluent pas les élèves qui empêchent de faire cours, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois, on nous les ramène de force en classe, il y a un discours ambiant. Je cite une principale de collège qui, en début d'année, critique les professeurs qui excluent des élèves et en profitent ensuite pour faire cours tranquille. Et elle leur dit, vous devez des heures aux élèves. Donc pour moi, c'est vraiment le monde à l'envers. En fait, c'est cette idée que l'élève n'a aucun effort à fournir et que le professeur lui doit quelque chose, quelle que soit son attitude et ses capacités. Vous évoquez les ravages du pédagogisme, le degré d'imprégnation de l'idéologie pédagogiste est variable selon les métiers. Alors là aussi, si ce n'était pas tragique, on cesserait de rire, parce que vous faites au fil des pages des anecdotes sur l'apprentissage des langues, par exemple. Oui. Là encore, c'est... Alors, ce n'est pas ma matière, mais je connais quand même bien le sujet, notamment à travers des témoignages directs de collègues. En fait, le dogme pédagogisme, c'est le ludisme et l'idée que l'élève doit apprendre par lui-même. Et en langue, plus précisément, c'est l'idée qu'il faut apprendre par pure imprégnation, donc à raison de 2 ou 3 heures par semaine. Voilà, comme quand on est à l'étranger, c'est-à-dire simplement en entendant la langue. Donc on n'apprend pas de liste de vocabulaire, on ne fait pas de points de grammaire, pas d'exercice de grammaire, et on est censé apprendre les langues comme ça. Donc ça ne marche évidemment pas parce que c'est quelque chose qui peut fonctionner si on est dans le pays en permanence. Et encore, je pense que même quand on est dans cette situation, on a besoin de compléter par du vocabulaire et de la grammaire pour vraiment maîtriser une langue à l'écrit notamment. Et donc, voilà. Par exemple, les élèves en cours d'anglais ou d'allemand, quand ils ont un petit exercice à faire, la question est toujours dans la langue étrangère. Parce que parfois, en soutien scolaire, j'aide ces élèves et ils sont censés faire l'exercice, ils sont incapables de comprendre la consigne. Et théoriquement, le professeur qui ne doit parler qu'en anglais ou en allemand ne doit pas la leur traduire. Il y a interdiction de traduire. Interdiction de parler. Donc il doit faire tout. Par exemple, le professeur d'allemand arrive, il parle en allemand pendant théoriquement, tout. Il doit... Théoriquement, mais comme personne ne comprend, il finit quand même... Obligés, sinon, il ne se ferait jamais comprendre. En fait, il n'y aurait pas une seule consigne qui passerait parce qu'ils ont un niveau désastreux en langue. Les élèves, ils n'apprennent pas de vocabulaire. Le professeur n'a pas le droit de donner de liste de vocabulaire, théoriquement. C'est affligeant. Et ça, c'est les consignes de l'inspection. En fait, on recopie des phrases à l'infini. En fait, on est mis en activité donc sur un texte où on va essayer d'aller piocher des éléments, ou alors on travaille sur une image, des choses comme ça. Moi, c'est ce que j'ai connu comme enseignement des langues. Je suis sortie du lycée en ne sachant pas faire une phrase anglaise. Pour être complet, presque, il faut ajouter tout ça à l'endoctrinement des élèves. L'intrusion de la politique, on le voit bien d'ailleurs avec des députés extrémistes qui viennent dans les lycées comme ils viennent dans les universités. L'embrigadement, alors là, par exemple LGBT, l'islamisme. On a parlé de Samuel Paty, qui est malheureusement l'aboutissement le plus terrible de cette idéologie dans les écoles, dans les lycées. Le tableau, il n'est pas sombre, là, mais il est totalement désespérant. C'est vrai que sur la question des idéologies, il y a une pression qui vient un peu de toutes parts. Les interventions en milieu scolaire, notamment sur l'éducation à la sexualité, la lutte contre les discriminations, donc ça revient très souvent. Elles sont clairement faites par des associations de militants d'extrême gauche qui viennent répandre la théorie du genre, des choses comme ça. Ensuite, l'islamisme, la pression vient plutôt des élèves et de leurs parents. Ensuite, il y a le contenu de l'enseignement lui-même. Dans les programmes même, il y a une orientation, notamment en histoire, avec toujours ce discours de culpabilisation de l'Occident, très négatif. L'histoire de France est vue uniquement du point de vue esclavagiste, patriarcal. Les élèves ont une vision caricaturale de tous ces sujets. Par exemple, cette année, sur la question du féminisme, j'abordais le Moyen-Âge et la courtoisie avec mes élèves. Et je leur expliquais la soumission du chevalier à sa dame. Et tout de suite, il y a une main qui s'est levée pour me dire « Mais est-ce que ce n'étaient pas les femmes qui étaient soumises avant ?» Parce qu'en plus, ils mélangent tout, c'est-à-dire tout le passé est englobé de manière très vague dans
une même vision. Et on voit que, voilà, à force de véhiculer ces caricatures sur le passé, les élèves ne sont même pas capables de concevoir quelque chose comme la courtoisie, qui est quand même l'essence de l'esprit français. Alors, je vais cesser d'être courtois, parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose de particulièrement plaisant, mais je vais cesser d'être courtois tout au long du livre. C'est votre capacité à reconnaître que les pires opposants aux profs, ce sont les profs eux-mêmes. Et si les responsables de tout ça, ce n'étaient pas les profs eux-mêmes? Je pense que le corps enseignant, le corps enseignant est responsable en grande partie de sa situation. C'est ça qui est effectivement tragique et que j'évoque dans le livre. Alors, d'abord à travers le discours des syndicats, qui ne représentent pas tous les enseignants, mais qui est quand même qui reflète un peu le discours ambiant, qui ramène tout à des questions de moyens, de problèmes de moyens. Les syndicats ne font jamais rien d'autre que de réclamer davantage de moyens, alors que le budget de l'éducation nationale est déjà obèse. Le problème, c'est la répartition des moyens, la manière dont on les utilise, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de manif de professeurs demandant plus de sécurité. C'est ce que je dis dans le livre. Vous ne verrez jamais une manifestation de professeurs pour demander des sanctions pour les élèves qui nous agressent, qui nous insultent. Vous n'aurez jamais une manifestation pour demander un retour à un minimum d'exigence de niveau avec une sélection, des classes de niveau, du redoublement. Ce sont des choses qui sont complètement nécessaires maintenant. Ils ont tout sous les yeux, ils ont tout en face des yeux, et pourtant ça ne les empêche pas de poursuivre leur chemin vers une notion de progressisme ou forme d'extrémisme de gauche. Ouais. C'est dû à quoi? Il y a un blocage idéologique. En fait, le constat que je fais est partagé par vraiment une majorité de mes collègues, je pense maintenant. Le problème, c'est quand il faut réclamer des solutions, il y a vraiment ce blocage idéologique qui empêche de se réclamer de notions comme l'autorité, la discipline, la sélection, la sanction. C'est des mots horribles pour un esprit progressiste de gauche. Pourquoi? Est-ce que c'est intrinsèquement lié à leur personnalité ou c'est parce qu'ils ont peur des chefs d'établissement, des syndicats? C'est la pression de la société, je pense. Et le parcours de formation aussi, le type d'études. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait un certain type d'études, on est un peu formaté quand même intellectuellement. Et ensuite, c'est difficile aussi d'assumer les difficultés. On le voit en conseil de classe, en fait, la plupart des professeurs préfèrent taire les problèmes et les difficultés qu'ils rencontrent, notamment parce qu'il y a un discours très culpabilisant qui revient à dire que si on a du bazar en classe, c'est parce qu'on ne sait pas gérer, on ne maîtrise pas la gestion de classe. Il y a ce genre de discours, ou qu'on n'a pas trouvé la bonne pédagogie. Donc c'est très culpabilisant pour les enseignants. Donc en fait, arriver et dire les choses comme je le fais, en disant il y a des problèmes, on a des difficultés, c'est un peu une honte aussi pour les professeurs. Ils ont du mal à le dire, en tout cas en dehors du contexte de la salle des profs, parce qu'on est culpabilisé aussi. D'où peut venir le mouvement de réaction du gouvernement, des gouvernements? On voit ce qu'il en est. Des profs, vous le dites vous-même, et creusent joyeusement leur propre tombe depuis des décennies. Des parents qui résistent peu. Ceux qui résistent foncent a priori dans le privé, dans l'école libre, dans le hors-contrat aujourd'hui, mettre des professeurs de soutien pour des heures supplémentaires pour leurs enfants. Enfin, ils se débrouillent pour les maintenir au-dessus de la ligne de flottaison. Comment aujourd'hui, la réaction, elle se fait où et comment? Moi, j'espère quand même, en tout cas, j'ai vraiment écrit le livre à destination des parents. J'espère quand même une réaction de la société civile, parce que, notamment avec ce que font nos gouvernants actuellement, les quelques refuges encore où l'élite arrive à se protéger vont disparaître en fait petit à petit, où il ne restera vraiment plus que le privé hors contrat. Bon. Mais on voit que là, il y a une attaque vers le privé sous contrat. La volonté de répartir le problème, de le répandre au lieu d'essayer de le résoudre. Et il faut que les parents, à un moment, disent stop. Il faut voir que l'attitude que je dénonce dans le livre, c'est évidemment, elle vient d'une minorité de parents. Ce qu'il faut, c'est que nous n'ayons plus à la subir. Mais il y a ensuite une majorité de parents qui, évidemment, ne demandent que ça, que leur enfant puisse apprendre à l'école, que les diplômes aient une valeur parce qu'il y aura une sélection. C'est difficile d'accepter que son enfant puisse échouer au bac, mais je pense qu'il faut l'admettre. C'est vraiment pour ça que j'ai écrit le livre, pour que les gens admettent que oui, leur enfant peut échouer, oui, leur enfant peut être puni, mais en échange, il recevra une véritable instruction. Et voilà, il faut que les gens arrêtent de se dire je vais pouvoir fuir, je vais pouvoir protéger mon enfant de ça, parce que
À courte échéance, ça ne va plus être possible. Donc il faut refuser ce système en bloc. Dernière question, qui permettrait finalement d'effacer tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, de rêver que l'autorité du savoir n'a jamais été mise à bas. Est-ce que vous n'êtes pas finalement un peu aigri, passéiste? Est-ce que vous ne voyez pas que le négatif? J'ai pris un exemple en CM2, c'est-à-dire en 7e, le niveau de français reprend sa progression. Voilà une information que je ne lis pas dans l'ouvrage. Je ne la connaissais pas. En tout cas, il y a quand même maintenant un constat objectif. On parle constamment de l'éducation, de l'effondrement du système éducatif. Il y a les enquêtes PISA. Donc tout ça maintenant est chiffré. Il y a des statistiques, etc. On peut toujours trouver des points positifs dans le métier d'enseignant. Je termine le livre par 2 anecdotes où j'évoque 2 moments très beaux que j'ai connus dans ma carrière, où j'ai vraiment eu le sentiment de pouvoir partager quelque chose avec mes élèves. Et moi, c'est pour ça que je suis là, pour que ceux qui en ont envie et qui à l'heure actuelle s'effacent, en fait, n'osent pas exister parce que la parole et l'attention du professeur est toujours accaparée par des élèves problématiques et perturbateurs. Je pense que voilà, il faut continuer de se battre pour ces élèves-là. Mais ensuite, alors l'accusation de passéisme est très intéressante parce que c'est ça qui nous bloque en fait à l'heure actuelle. On prend par exemple l'exemple de la lecture, l'apprentissage de la lecture. On a abandonné à une certaine époque la méthode syllabique, B.A.B.A., pour mettre ce qu'on a appelé la méthode globale. Je ne sais pas si vous connaissez. Il s'agit de mettre un mot sous une image et d'apprendre à le lire comme ça, de manière directe. Immédiatement, il y a eu un effondrement de la connaissance de la lecture. Donc, les gouvernements sont revenus en arrière, mais mollement, au lieu d'assumer qu'ils avaient fait une erreur, justement à cause de cette accusation de passéisme, ils ne sont pas revenus à la méthode alphabétique tout de suite, syllabique, pardon. Ils ont créé une méthode dite semi-globale qui mélangeait les 2 méthodes. Et on a mis des années à supprimer enfin cette méthode qui, elle aussi, a fait des ravages. Et aujourd'hui, des instituteurs la pratiquent encore parce qu'on ne veut pas revenir en arrière. C'est la chose abominable. Mais en fait, si une méthode est bonne, qu'elle vienne du passé, du futur, enfin, on la prend en fait. Il n'y a pas à réfléchir davantage. Donc, je pense que voilà, on a ce progressisme institutionnalisé, c'est cette volonté d'être dans la modernité, avec en plus des recettes qui sont franchement ringardes, parce que mettre les élèves en activité, en îlot, comme c'est le terme officiel, pour leur faire des activités de groupe, ça se pratique depuis les années 70-80, et on sait très bien que les élèves ne font que bavarder et qu'ils ne travaillent pas comme ça. Mais on continue de trouver ça moderne et merveilleux et de le faire, et il faut se sortir de ces idées-là. On a tous été élèves, on sait comment il fallait faire. Hein. Oui. Voilà, un prof ne devrait pas dire ça. Ève Wagerland, je vous invite à mettre votre ceinture et à lire cet ouvrage bourré d'anecdotes, mais qui laisse par moments pantois, je l'ai dit aussi souriant quelquefois. Vous restez prof? Pour l'instant, oui, je continue, je suis prof et je le reste, oui. Ok, merci. Merci.